Hey les bonitos, alors que vous êtes sur les chemins ou sur l'asphalte, les yeux rivés vers l'horizon, concentrés sur votre foulée et votre souffle, vous prolongez votre effort pour quelques mètres, quelques centaines de mètres ou pour des kilomètres. Et vous imaginez une course sans arrivée, une course sans chronomètre, une course sans règles ni podium. Vous imaginez de quelle planète vos baskets fouleront le sol, ce que vous ferez, qui vous serez en 2050. Et pour mieux l'imaginer, je vous invite à écouter Hashtag 2050 le podcast, pour un shoot d'endorphines et de futur avec Rebecca Armstrong. Un podcast pour stimuler votre imaginaire, comprendre le monde d'aujourd'hui et ce qu'il trace pour demain. Rebecca vous propose des conversations avec des acteurs d'horizons divers qui n'ont pas peur de courir hors des sentiers battus. Rebecca aime courir et nous aimons beaucoup Rebecca, son esprit et sa bienveillance. En plus, tout comme nous, Hashtag 2050 le podcast participe au réseau Podcastéo, un réseau qui s'est fixé pour objectif de favoriser l'entraide et la promotion de podcasts indépendants. Alors, comme vous en avez l'habitude, partez à la découverte. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pra batão grandão. Que pra batão grandão. Que pra batão, ai pra batão, meu Deus. Hello les bonitos, j'avais envie de commencer en vous souhaitant un beau printemps et vous dire que ça y était, vous aviez survécu à l'hiver. Mais visiblement en France, faut jamais se croire à l'abri d'une tempête de neige. Je vais donc rester prudente et me taire. Une chose est sûre, nous sommes de retour pour votre épisode 14 de Jogging Bonito. On revient dopé aux amphétamines après avoir constaté votre participation et avoir lu vos réponses à notre questionnaire. Les bonitos, un grand merci à vous, ça fait chaud au cœur. Nous en sommes à 144 réponses. 144 bonitos parmi vous qui ont pris le temps de nous répondre. Si vous ne savez pas de quoi je parle, nous vous remettrons le lien vers le questionnaire Ask the Bonito dans la description de cet épisode. Quelques questions pour nous permettre de mieux vous connaître, vous nos auditeurs, et continuer à vous fournir des épisodes de Jogging Bonito susceptibles de vous plaire. David et Émir, salut les gars, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on a été agréablement surpris par nos bonitos. Salut. Génial. Salut. tous. C'était très instructif. Super intéressant les résultats. J'avais peur qu'on se retrouve avec 7 ou 8 malheureuses réponses. Et Ouais. beau succès, c'est cool. Ouais, on s'attendait pas à autant, hein, ça nous fait plaisir. Mais c'est clair, en plus le questionnaire était long, 26 questions, tu vois. Ouais. Et les gens ont dépensé 3 minutes de leur temps Pour nous, pouvoir nous donner de belles réponses. Rien que Pour pour nous. nous. C'est... Voilà. On aurait dû le faire payer. Mais en tout cas, je suis surpris par la proportion faible de femmes qui ah ouais, ça qui nous a nous écoutent. surpris. Mhm. Ça nous a surpris. Il faudrait qu'on réfléchisse peut-être à une manière d'être plus inclusif à l'avenir, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. On verra ça. Et je crois aussi qu'on a eu un grincheux aussi, non? On a eu un grincheux pour qui on sort trop d'épisodes qui sont trop longs et qui de toute façon nous écoutent jamais. Non? On a eu un grincheux comme ça, il me semble. Je sais plus, ouais, il y en a un qui a répondu qu'il n'écoutait pas Jogging Bonito. Ça nous a Ouais. trollé, je pense. Je pense, ouais. Émir, qu'est-ce que t'en pensais, toi, de ce questionnaire? Enfin, des réponses, des Moi, bonitos. ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la question qui me paraît essentielle, c'est le numéro 3. Donc, est-ce que les clubs d'athlétisme, ça Ah. te connaît? Et on constate qu'évidemment, 87% des bonitos ne sont pas au club. Petite Donc, dédicace voilà, à c'était- Jogging... voilà. petite dédicace à Jean-Baptiste, d'ailleurs. C'est ça, petite dédicace à Jean-Baptiste. Et puis, bon, en ce qui me concerne, j'estime que, voilà, hein, on a l'audience qu'on mérite, finalement. Exactement. Bon, moi, personnellement, je retiens qu'il y a 144 bonitos qui me trouvent parfaite. Hein. Ah oui, ça, Ça c'est cool. On se demande pourquoi mention un tel spéciale. plébiscite, quoi. Ouais, on se le demande. Bah, je pense que c'est parce que je suis parfaite. Je vois pas d'autre explication, hein. c'est vrai. On verra avec notre huissier de justice. Mais attends, moi je mets une mention spéciale aussi à l'un d'entre eux qui a quand même reprécisé en commentaire que j'étais parfaite. Donc, cher Bonito, je ne sais pas qui tu es, mais sache que tu es mon préf, là c'est sûr. J'assume, je fais du favoritisme. Alors, les Bonitos retardataires, si vous voulez prendre sa place et devenir mon préféré, dépêchez-vous. Nous ne laisserons le questionnaire en ligne que jusqu'à mi-avril, je pense. Ouais. Non? Si, c'est bien, c'est bien. Oui, ouais, c'est très Mi-avril. bien. Ça laisse un peu de temps au Benito pour... Ça laisse encore une quinzaine de jours, c'est très bien. Voilà.
Bon, on va arrêter de se jeter des fleurs et se mettre au travail un petit peu. Hein. C'est parti, lancement. Moi, j'aime bien quand on s'auto-congratule. C'est vrai, ça me fait plaît. ça fait du bien aussi. Mais bon, les bonitos, ils sont pas là rien que pour nous écouter, nous auto-congratuler. Donc, c'est parti. Hein. On lance l'épisode 14 de Jogging Bonito. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês. Eu vou citar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Le programme du jour est, je dirais, à l'image de mes acolytes. Nous commencerons avec une chronique intitulée « Un semis pour tuer les gens » et nous enchaînerons avec « Le jour où je n'avais pas de chronique ». Nul besoin d'en mentionner les auteurs respectifs, on est bien d'accord. Oui. On commence donc avec David qui a décidé de donner du sens à ses kilomètres et donc de courir pour des causes qui lui tiennent à cœur. Chacun jugera de la pertinence de ses propositions. Oui, ou aussi de la pertinence de soutenir d'autres causes, mais nous y reviendrons. Hein. Alors, ces derniers mois, j'ai couru plusieurs épreuves sur les routes et les chemins, dont les bénéfices étaient reversés à des œuvres caritatives. Pour citer quelques-unes de ces œuvres, il s'agit par exemple de l'association Changer ma vie, qui aide des personnes souffrant d'infirmités motrices cérébrales à obtenir plus d'autonomie dans leur vie. Je veux aussi citer les délices de Léa, un atelier de cuisine créé pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes qui souffrent d'un handicap. Mais aussi les Clowns de l'Espoir, association que j'avais choisie lors d'un 24 heures qui donne du baume au cœur aux enfants hospitalisés avec des interventions artistiques de clowns et de marchands de sable. Et puis il y a aussi la Croix-Rouge, évidemment, que tout le monde connaît, qui a rassemblé des centaines de coureurs du côté de chez moi pour offrir des cadeaux de Noël à des enfants défavorisés. Alors, on peut le dire, la vertu incontestable de notre sport, c'est de mettre en lumière un très large tissu associatif composé de personnes qui veulent du bien aux autres. D'ailleurs, énormément de gens participent à des courses uniquement pour soutenir une cause qui leur est chère. Mais pour être sincère, toute cette bienveillance m'exaspère au plus haut point. C'est tellement prévisible, tellement attendu. J'en ai assez d'applaudir de façon hypocrite le départ anticipé des Joëlettes qui finissent par casser mon rythme et m'empêchent de doubler. Quant aux personnes qui courent aux couleurs d'une association en échange d'un dossard à l'œil, une étude mexicaine vient de prouver que 85% d'entre elles ignorent totalement ce qu'elles soutiennent. CQFD. Moi j'ai envie d'être honnête et j'aimerais courir pour des motifs qui à mon sens en valent vraiment la peine. Par exemple, je propose que vous me rejoigniez dans mon combat pour faire reconnaître la supériorité du rap East Coast sur le rap West Coast dans les années 90, ou que vous participiez avec moi à un 24 heures pour réclamer l'usage des accents sur les lettres majuscules lorsqu'on écrit avec un clavier d'ordinateur. Oh non. Ah si, ah bah c'est la règle, ma chère. Autre cause qui dédicace à l'Académie française. Autre cause qui me tient à cœur, l'accès interdit aux personnes âgées dans les boulangeries avant 9h. Car étant donné qu'elles achètent leur pain pour la semaine et en prévision d'une guerre imminente, elles trouvent toujours le moyen de nous mettre en retard. Ça, je pense que ça mériterait un ultramarathon. Bon, je sens bien que nos auditeurs ne sont pas convaincus, même si je sais qu'ils ne sont pas totalement insensibles aux questions qui me semblent mériter un peu de visibilité ou de sensibilisation. Si vous comprenez cette phrase, tant mieux. Alors, laissez-moi une seconde chance. Je peux vous suggérer des vraies causes qui méritent d'être défendues auprès de nos concitoyens coureurs. Voici pêle-mêle quelques idées d'associations à soutenir ou de courses à organiser. Je suis prêt à déposer des statuts, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Courir pour les enfants. L'association qui permet aux enfants de trouver un travail après bien sûr avoir eu la chance de subir des châtiments corporels à l'école. Surtout quand ils sont gauchers. Les gauchers T'as un contrariés. problème contre les gauchers? Non, c'est l'histoire des gauchers contrariés, tu connais pas? Ouais, Non, je suis gauchère personnellement. tu es gauchère? Donc je sais. Ben, si tu avais vécu 30 ans plus tôt, peut-être que tu en aurais Non, mais payé on les m'a frais. déjà dit que c'était la main du diable. Exactement. Je vous propose aussi courir chez nous. La course qui met en valeur la beauté du territoire et du patrimoine local, réservé aux Français de souche qui ne veulent pas de l'invasion des migrants facilitée par les gauchias macronistes. Bah, tout un programme.
Courir pour les offensés. L'association qui milite pour le droit de tuer une personne qui vous a offensé, ou du moins pour vous permettre de laver votre honneur par duel à l'épée. Voilà. Ça, je suis plutôt pour. Hein. Courir pour des esclaves. La course qui a pour but de rétablir l'esclavage comme au bon vieux temps, et donc de faire reconnaître le statut des stagiaires ou autres smicards en entreprise. Autre idée. Courir pour la protection des femmes, donc pour la remise sous tutelle des femmes à leur mari. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Alors là, Je vais rien dire. c'est déjà sur Twitter. Oups, désolé. Désolé. Courir pour la dignité. Association qui propose de se mobiliser contre la surpopulation carcérale, les conditions d'incarcération et par conséquent pour la réouverture des bagnes. C'est une solution. Et enfin, courir pour la peine de mort, qui, comme son nom l'indique, propose de revenir sur une question de société pas complètement tranchée. Et puis j'oubliais aussi courir en Mizuno, une fois dans votre vie par solidarité. Vous pouvez le faire. Ah ouais, celle-là, finesse. On va l'organiser, celle-là. Ok, vous avez bien compris que je jouais la comédie. Un petit peu. Hein. Comme vous, peut-être, je serais interloqué qu'on se serve de la course à pied pour véhiculer des idées aussi choquantes ou rétrogrades. Mais maintenant qu'on en parle, il semble que le semi-marathon de Paris, couru en mars, a été animé par la présence de 1000 coureurs qui arboraient un t-shirt rouge et blanc avec le slogan « Courir pour la vie ». Ils étaient impossibles à rater, d'autant qu'ils bénéficiaient du renfort de 500 supporters très enthousiastes répartis sur tout le parcours. Une ambiance de dingue à laquelle il était difficile d'être insensible, comme le montre la vidéo publiée par notre ami Joe Day sur sa chaîne YouTube. En l'occurrence, Courir pour la vie affichait un autre slogan, protéger le faible, ça c'est fort. L'objectif était de récolter des fonds pour le compte d'une association qui œuvre pour les enfants atteints de trisomie 21. Alors tout est noble jusqu'ici, courir pour la vie et pour apporter de l'aide à des personnes en situation de faiblesse, qui plus est des enfants, tout le monde est favorable je crois. Mais ce qui n'était pas écrit sur le t-shirt, c'est que Courir pour la vie appartient à la mouvance pro-vie, aux côtés de la Manif pour tous ou Sens commun, des organisations anti-avortement, contre l'homoparentalité, anti-PMA, anti-GPA, en clair des représentants d'une droite catho très traditionnaliste, disons. Très à droite de l'échiquier politique, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, que viennent-ils faire dans une épreuve de course à pied ? Courir pour la vie cherche à soigner son image et lisser son message, à se dédiaboliser tout comme le FN ou les identitaires. On est passé d'une stratégie brutale, remember les commandos anti-IVG dans les années 90, à une stratégie de séduction, un moyen d'attirer un public plus large. Ce n'est pas par hasard que cela se passe au cœur d'une course de masse à Paris. À coup de positive vibes, donc. Je cite un de leurs responsables. Je sais pas si vous savez comment on fait la voix d'un mec très à droite. Faut demander à Emir, c'est lui qui a les voix généralement. Alors, je vais le faire avec ma voix. Ça passera tout seul de toute façon. Dans un monde où malheureusement l'avortement est mis au rang des droits, il est difficile d'être audible en frontal. Il nous faut alors parfois accepter de semer des toutes petites graines dans le cœur de nos concitoyens. Notre message était donc essentiellement un message de joie pour que tous ceux qui nous ont vus puissent se rappeler de notre témoignage. Il ajoute: vous savez, les 45 000 personnes présentes à cet événement ont vu notamment nos 500 supporters sous la pluie les encourager pendant 21 km avec un sourire et une pêche incroyable. Quand vous êtes en souffrance au 15e ou 16e kilomètre et que vous voyez encore des rouges et blancs, couleur de Courir pour la vie, qui vous encouragent avec générosité, l'impact est forcément positif. Alors, vous réfléchirez à 2 fois avant de checker la première main venue lors de votre prochaine course. Ou pas, c'est à vous de voir. Bah finalement, moi je suis bien contente d'avoir que mes serpents à sonnette qui font un high five sur les trails californiens. Au moins chez eux, le danger, il n'est pas déguisé. Ouais. Bon. On va partir sur l'exemple qui a déclenché la chronique de David, le semi-marathon de Paris cette année, et l'association anti-avortement qui s'en est servie comme tribune. Émir, tu as couru ce semi-marathon cette année ?
Cette année, non, mais l'année passée, oui, et je me rappelle très bien de ces couleurs rouge et blanche, parce que j'avais vu l'année dernière déjà énormément de supporters avec des t-shirts qui, si je me souviens bien, portaient l'inscription les chrétiens d'Orient, je crois. Exactement. Si je ne dis pas de C'est ça. bêtises. Et il y en avait de partout. Et apparemment, cette année, donc, ils étaient de retour. Mais j'avais aucune idée avant de lire, et avant ta chronique, David, avant de lire les petites explications qu'il y avait eu sur ce qu'il y avait derrière cette association. Ok, donc quand tu courais, tu savais, enfin, tu ne bah savais non, pas de quoi il s'agissait. Du tout. Quoi. Ok. Non, il dégageait une ambiance assez dingue. C'était un plaisir de voir des supporters sur le côté en train de faire un maximum de bruit pour leur cause, en fait. Hein. Ça, c'est... Et du coup, Voilà. toi, quand tu as appris ce que c'était, est-ce que ça t'a dérangé? Est-ce que tu t'es, sans même savoir, enfin, que tu sois pour ou contre l'association, mais ça, c'est pas ça le problème. Est-ce que tu t'es senti floué ou enfin pris pour un idiot, sachant que tu savais pas exactement de quoi il s'agissait? Mais je me suis pas senti pris pour un idiot tant que ça, à vrai dire, parce que je me suis pas spécialement intéressé à ce qu'il y avait derrière. Ouais. Je les ai juste pris comme des gens qui encourageaient. Mais c'est vrai que quand j'ai vu après, quand j'ai entendu après ce dont il s'agissait, effectivement, il y avait matière à se dire que c'est de l'opportunisme, en fait. C'est clairement le cas. Et c'est clairement annoncé à la fin de la chronique de David. C'est bon. Par le responsable lui-même. Exactement. C'est Et pour tu- ça que je trouvais ça bien de conclure. Parce que, en fait, tout est assez limpide finalement, quoi. Alors, c'était des déclarations, c'était un entretien issu de Valeurs Actuelles, qui est un journal, comme on le sait, plutôt très, 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 très aussi à droite. Voilà. C'est vrai, effectivement, ils récoltent des fonds. Je crois qu'ils utilisent c'est quoi? Alvarum? Alvaro, Ouais, c'est ça. c'est une plateforme pour récolter des fonds pour des associations, effectivement. Et donc, tu obtiens des dossards en échange. Ça marche comment, toi, tu sais? À ma connaissance, je connais pas parfaitement le système, mais à ma connaissance, en fait, tu as la possibilité de financer un coureur de ton choix, d'ailleurs pas forcément un coureur, je crois, mais seulement par le biais d'un don à une association. D'accord. D'accord. Et c'est quoi l'avantage pour le coureur en lui-même? Ben, l'avantage, alors là je vais commencer à dire des bêtises, donc je préfère pas m'avancer de D'accord. trop, mais il me semble que le financement c'est comme un financement assez classique, à savoir un coureur peut très bien dire donnez-moi 10 € pour telle course et je reverserai tant d'euros à Ok. une association. Ouais, je pense que c'est Là ça. pour le Ok. coup tout est géré par la plateforme Alvarum plutôt que ce soit géré par un coureur lui-même qui prendrait l'argent et reverserait éventuellement l'argent par des propres mécanismes qui lui appartiendraient. Là c'est vraiment géré par la plateforme, c'est son métier de faire ça. Je crois que en fait, ils arrivent à récolter des sommes de type 80 000 €, des choses comme ça. C'est des grosses sommes. Quand on voit les coureurs individuellement, ce qu'ils arrivent à récolter, c'est à coût de 100, 200 €. Vraiment, c'est vraiment des moyens assez considérables, quoi. Et tout à l'heure, tu disais, tu t'es pas plus intéressé que ça parce que ils s'encourageaient, etc. Et je pense qu'ils encouragent, enfin là aussi où c'est stratégique, c'est qu'ils encouragent tout le monde et ils font bénéficier de leur esprit collectif, de leur positivité à tout le monde. Et du coup, c'est là que c'est un peu dérangeant, quoi. C'est que quelque part on t'oblige à épouser, on t'oblige presque ou on t'incite à épouser une cause que tu connais pas, que tu connais pas. Donc oui, la personne que je citais est limpide dans sa stratégie, mais elle ne dit pas que elle défend elle dit pas que sur les t-shirts tout simplement, il est pas marqué nous sommes contre l'avortement, contre la gestation. Les coureurs. Ouais. Les coureurs qui les voient ne le savent pas, quoi. C'est pas possible Voilà. de savoir Et en fait, de quoi il s'agit, quoi. En fait, je me suis même demandé si, comme certaines fondations distribuent des fois des dossards, je me suis même demandé si parmi eux, ils étaient tous au courant qui défendaient cette cause-là. Parmi les coureurs. Voilà, parmi les coureurs. Ouais. Voilà. Parce que tu regardais Ah oui, vraiment ça les aussi. images, ils étaient partout, quoi. Quiconque prenait des vidéos, faisait des photos, etc. Il y avait toujours Ouais. un coureur en blanc et rouge qui s'intercalait et qui était visible à l'image. Ok. Et que, du coup, déjà, pour parler de la course en elle-même, est-ce que, ou de l'organisation de la course, est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des organisateurs de la course de s'inquiéter de ce genre de choses? ASO, en l'occurrence. Ouais.
C'est toujours de la faute d'ASO. Toujours. Enfin, ouais, déjà, c'est le principe numéro 1. Déjà, oui, de sa faute. Ouais, Non, comment mais- répondre à cette question Ouais, je t'avoue, pareil, Parce que c'est je me difficile demandais de- comment y répondre, c'est compliqué, et peut-être, enfin, je sais pas, si tu peux juste constater après coup et te dire que t'es d'accord ou pas, quoi, je crois que c'est... Voilà. Je vois mal comment pouvoir empêcher ce genre de choses, tu peux pas, finalement, c'est des gens qui s'expriment, voilà, d'une manière discutable, mais bon, c'est compliqué de prévenir ça, je pense. Si, je sais pas si par exemple si on avait des djihadistes quoi qui trouvaient un moyen de rendre positif leur bah, je sais pas, hein, c'est possible, hein, ça non, peut bah, exister, c'est vrai. hein, De soutien, toute façon, la voilà, ils font Syrie, bien. etc. Voilà. Est-ce qu'on serait pas plus interpellé quoi, ou est-ce qu'on se poserait pas plus de questions? J'en sais rien, hein, je ne sais pas en fait. Ce que je sais juste, c'est que c'est qu'il y a la limite aussi de la loi. Enfin, t'as sans doute Ouais. on parlait de quelle limite donner aussi en tant qu'organisateur. Ouais. Mais il y a aussi la loi et en France Il y a une loi sur bah, par enfin, rapport à la liberté d'expression, ce genre de alors choses. oui, alors ça c'est vrai que ça c'est quelque chose que c'est un argument qu'utilise ce genre d'association, mais en même temps c'est un argument qu'ils utilisent pour défendre des causes qui sont contraires à la loi. Enfin, en l'occurrence, Ah oui. l'IVG, c'est autorisé en France, on peut. Enfin, moi personnellement, je considère que c'est une avancée sociale, une avancée, un progrès humain même quoi. Mais de toute façon, en dehors même des avis personnels, il y a une loi là-dessus, donc c'est ce que je veux dire, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je donnais des exemples un peu caricaturaux en proposant qu'on fasse des courses en militant pour le rétablissement de la peine de mort. Et en disant ça, je pense que je pourrais réunir des gens hein, avec moi. Mais on peut quand même admettre que ce serait borderline quoi. Enfin, Ouais, ouais. Bah, du coup, ça pose quand même la question de la responsabilité des organisateurs, quand même, là. Parce que. il reste silencieux. Aujourd'hui, il reste silencieux. Ça c'est clair. On n'a pas de sur les réseaux sociaux, par exemple, ça a pas mal réagi. Des gens ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'y participeraient plus parce que ça les choquait à cause de ça. Ouais, on trouve ça sur les réseaux. Voilà. Après, j'ai tendance à dire, peut-être qu'Emir me rejoindrait là-dessus, c'est que il y a aussi la possibilité de Militer, ouais. voilà, donc militer, militer. et voilà, et expliquer, parler entre nous, expliquer en quoi on n'est pas d'accord avec ce type d'association, et ça peut convenir quoi, ça peut suffire. C'est l'argument de la loi, David, je pense qu'il est effectivement il est intéressant, mais je pense qu'elle est dans le sens de la loi. Enfin, militer contre une loi, ça me paraît pas non légitime. Ouais. Alors, je suis pas du tout en train de dire que je suis d'accord avec leur truc, hein, mais parce que clairement, en tant que personne, je suis pas du tout d'accord. Mais aller à l'encontre de la loi, ça me choque pas du tout. Hein, Ouais, mais ce qui est choquant, c'est qu'ils utilisent la course à pied et une façon en plus, le message est pas forcément clair. C'est ça qui est embêtant, quoi. Parce que après qu'ils aillent militer de façon claire. On peut revenir là-dessus si tu veux, mais je tiens quand même à dire que c'est pas comme une loi qui va t'interdire de faire quelque chose, qui va t'interdire j'en sais rien moi, de tailler les haies dans ton jardin le dimanche, ou qui va j'en sais rien moi, qui va. Non, on est d'accord. Hein. Ce que je disais là, c'est pas par rapport à la teneur de la loi, c'est sur le principe de courir contre la loi, ou en fait soutenir une cause qui va à l'encontre de la loi, me choque pas. En revanche, dans ce cas-là, effectivement, je suis de ton côté entièrement. Mais le bémol que je voulais apporter, c'était surtout de dire que c'était pas une loi, c'était pas par rapport à une loi qui interdit aux gens de faire quelque chose, c'était une loi qui est un progrès social, un progrès, tu vois. Et il y a cet aspect que je trouve important quand même. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai donné l'exemple de la peine de mort, mais on pourrait dire là c'est d'actualité, le droit de grève par exemple, ou la liberté d'expression. Enfin voilà, il y a des causes comme ça qui nous semblent
incontestable, quoi, enfin des faits et des lois qu'on trouve en majorité légitimes. Et là, il y a une minorité de personnes qui n'en démord pas sur ce thème-là et qui a décidé de lisser son message et d'utiliser la course à pied pour le véhiculer. Ils ont osé toucher à notre sport. Ouais. Les chacals. C'est dégoûtant. Ouais. Pour mettre un petit peu plus pour parler plus en général, est-ce que vous avez déjà, donc la course à pied, running solidaire, vous avez déjà couru pour des associations ou fait des courses au bénéfice d'une association, etc. Oui. Ouais. Du coup, effectivement, en ce qui nous concerne, avec Carole, on court très souvent pour deux. Alors, c'est pas pour deux associations. Je vais commencer par une association qui est Courir pour Marie. Là, on court directement pour l'association, simplement dans le but de la faire connaître. Hein. Ça, c'est on porte les couleurs de l'asso, on fait des vidéos avec l'association, montrer ce qu'ils font, quelle est leur cause, etc. Et le but, c'est vraiment de leur donner de la visibilité pour éventuellement déclencher des dons de la part de gens qui seraient sensibles à ce que fait cette association. Donc, très rapidement, Courir pour Marie, c'est une association qui a été montée au sein d'un institut médico-pédagogique et qui s'occupe en fait d'enfants et adultes d'ailleurs qui sont en situation de handicap lourd et qui décide en fait de leur proposer des moments sportifs, des moments course à pied par le biais de fauteuil hippocampe, par le biais de Joëlette ou entre autres, et du coup de les envoyer sur des courses, leur faire vivre ça de l'intérieur. Donc tout simplement ça leur donne des moments de joie dans une vie qui est difficile à mener. C'est ça le but de Courir pour Marie. Également, on a l'habitude de courir avec Humanis. Donc Humanis, ça n'est pas une association, c'est une entreprise. On fait souvent la confusion, hein. Mais c'est bel et bien une entreprise. Sauf que, à ma connaissance, Humanis, c'est la plus belle, je trouve, illustration de running solidaire qu'une entreprise puisse faire. À savoir, elle te propose de porter ses couleurs sur une course. Il suffit de mettre un t-shirt, un buff, quelque chose comme ça. Et en portant ces couleurs, elle s'engage à reverser 1 euro par kilomètre parcouru par un coureur portant le t-shirt. Et ce 1 euro ira à une ou plusieurs associations qui luttent contre des maladies orphelines et qui sont sélectionnées chaque année par les équipes événementielles d'Humanis. Donc nous, on a l'habitude de faire ces deux choses-là. Et on s'y retrouve très très bien, parce que de notre côté... on se dit très souvent que voilà, comme courir solidaire, ça coûte pas plus cher. En fait, c'est exactement pareil. Enfin, il suffit juste de changer de t-shirt en quelque sorte. Et finalement, on se retrouve avec un acte qu'on aurait fait par pur loisir, qui devient un acte qui va aller aider des personnes qu'on connaît peut-être pas. Mais je crois que c'est toujours bien de se dire que tant qu'à faire, vu que je sors et que je mets un pied devant l'autre, si je peux aider quelqu'un au passage, je vois pas pourquoi je me le refuserais, quoi. C'est ça qu'on se dit. Ouais. D'où l'engagement qu'on a. Voilà. Ok. De toute manière, là, dans ces deux cas, c'est vous qui avez choisi clairement pourquoi vous... On est en connaissance de cause. Voilà, en connaissance de cause. Parce qu'il y a aussi quand même des courses qui sont faites au bénéfice d'une association. Ça, c'est encore autre chose. Mais est-ce que du coup, tous les coureurs qui courent ces courses-là, vous pensez, le font en toute connaissance de cause ? Non, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. Je pense que quand une course en fait indique qu'elle va reverser ou qu'elle a un aspect caritatif, qu'elle va reverser tel ou tel euro à une association, je suis à peu près prêt à parier que la très large majorité des coureurs ne savent pas de ce que fait l'association. Hein. Voilà, parce que déjà ils s'y sont pas intéressés. Hein. Je pense qu'ils sont. Il y a quand même des courses en campagne en province, des toutes petites courses, moi, comme celle à laquelle j'ai participé le week-end dernier, où il y a une centaine, 200 ou 300, je sais pas combien de participants. Et l'association, le fait que ce soit assez petit, les associations qui sont soutenues, on les voit bien, il y a un discours avant, tout le monde peut l'entendre, on voit tout le monde. Donc il n'y a pas vraiment de déperdition par rapport à une course de plus grande ampleur où on va retrouver plusieurs associations qui sont soutenues par différentes fondations, différentes entreprises, ou enfin bon voilà. Mais dans tous les cas, je rejoins Émir. Ça coûte pas grand chose de le faire et que ce serait bête de s'en priver. Ok, du coup vous remettez pas en cause le fait d'utiliser la course à pied pour mettre en avant des idées, quoi. Non, du tout. Ça vous dérange c'est pas? Même ah non, je ne vois. Au contraire, je pense que je l'encourage même moi de faire cela. On peut se poser la question, quoi. C'est juste faut être clair.
mélanger, clair, je pense. ses idées et le sport, ça peut des fois poser souci. Enfin, Oui, mais on est des demander êtres. si c'est légitime. Oui, mais on est des êtres avec une sensibilité, un patrimoine intellectuel, un capital culturel. On peut pas. Non, mais je veux dire, on se retrouve pas au beau milieu de plein de gens comme ça, sans à un moment donné échanger un peu de ce qu'on est, quoi. Et donc, forcément, à partir de là, il y a un engagement qui dépasse un peu le sport et qui peut, dans certains cas, le dépasser largement ou même trop largement. Mais non, je trouve ça même plutôt noble d'utiliser, enfin pas d'utiliser, mais de profiter de la course à pied pour défendre des gens en situation de faiblesse, quoi, par exemple. Ouais. Mais du coup, ça repose quand même la limite. Enfin, ça repose la question. On en a un peu parlé au début de quelle limite on met sur quelles causes on défend et quelles causes sont acceptables et quelles causes ne sont pas acceptables. Ouais. Parce que pour La toi, question est complètement ouverte. Ouais. Je crois Ouais. que la question Là, est vraiment c'est clair. complètement ouverte en fait. C'est ça, tu peux pas trancher quoi tout seul. Hein. C'est pas possible. Et tu fais quelque chose, l'opinion va être d'accord, l'opinion va pas être d'accord. Voilà, mais tu fais ton truc. Ils ont fait leur truc. Hein. Je pense qu'on peut leur reprocher sur la forme d'avoir été trompeur, d'avoir été opportuniste. Voilà, ça, je pense que Ouais, ça, c'est quelque chose on peut reprocher. Maintenant, le fait d'avoir défendu une cause dans laquelle ils ont l'air de croire fort, bien que ce soit pas partagé par l'opinion publique, je pense, bah c'est pas, je crois pas que ce soit répréhensible, voilà. Même si moi je vois la première phrase que tu cites, David, moi elle me fait mal au crâne. Ah oui, quoi. moi aussi. Quand j'entends C'est terrible, hein. dans un Le droit, monde où malheureusement l'avortement est mis au rang des droits. c'est Tu sais, violent. Le mec, il violent. regrette de faire partie d'un monde comme celui-là, quoi. Tellement le monde est à vomir, quoi. Quand tu lis cette Ah, phrase. c'est d'une violence extrême. Le mec, ah non, ce truc est hyper violent. Et du coup, non, mais le partager cette idée, jamais de la vie en ce qui me concerne. En revanche, voilà, je critique pas d'avoir tenté de faire passer un message par la course à pied. On le fait tous, comme dit David. Hein. après, c'est à nous, en tant que coureurs, de faire attention à... Quand c'est bien défini, quand par exemple les courses sont au bénéfice d'une association, etc., je pense que c'est à nous, en tant que coureur, en tant que personne, de s'en inquiéter, de bien chercher... pour ne pas se sentir floué, quoi. Pris pour des idiots, quoi. Allez, je pense qu'il est temps de passer à la deuxième partie de notre émission, avec la chronique d'Émir. Jingle musical. Tout, 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 tout. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, Émir a eu le toupet d'intituler sa chronique « Le jour où je n'avais pas de chronique ». Pour moi, ce sera donc « Le jour où je n'avais pas d'intro ». À toi, Émir. Merci Mardi, magnifique entrée en matière. De toute façon, ça sert à quoi de se fatiguer pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de respect pour mes confrères de Jogging Bonito. Alors les amis, le pourquoi de ce jour où je n'avais pas de chronique, eh bien c'est tout simplement parce que 48 heures en arrière, le texte dont je vais vous faire part n'existait pas et je n'en suis pas fier, mais que voulez-vous les amis, hein, parfois on essaye de lutter contre sa non-discipline et on n'y parvient pas. Bref. Donc les amis, loin de moi l'idée de plagier l'excellente chronique sur le retard de mon confrère David dans Jogging Bonito 12, loin de moi cette idée. Simplement, le fait de me retrouver face à une feuille blanche alors que la deadline pour rendre ma chronique était déjà dépassée m'a étonnamment inspiré le texte qui va suivre. Aujourd'hui les amis, je n'ai pas de chronique. Alors comment vais-je donc occuper mon temps de parole ? Je crois, les bonitos, qu'il est toujours possible, ou presque, de tirer quelque chose d'une situation, et même si elle est difficile, comme c'est le cas actuellement pour moi. Je vais donc commencer par vous parler des situations difficiles, rebondissons là-dessus. Dans la vie comme en course à pied, les amis, une situation est difficile lorsqu'elle met à l'épreuve nos facultés physiques et mentales d'une manière inhabituelle et inconfortable. C'est la fameuse sortie de la zone de confort, moult fois utilisée et remise au goût du jour par les coachs modernes sur Instagram, ainsi que les community managers du feed game. Les situations difficiles, les bonitos, s'il y a bien une qualité qu'on peut leur trouver, c'est qu'elles nous forgent.
Elles nous font tenter de nous débrouiller autrement avec des moyens que nous n'avons pas encore et que nous allons développer pour l'occasion. Donc, dans le meilleur des cas, la sortie de la zone de confort vous permet de vous découvrir un talent. Dans le pire des cas, parce qu'il faut quand même en parler également, car parmi la multitude de discours de motivation des internets, on a tendance à le perdre de vue, et bien dans le pire des cas, une sortie de zone de confort, eh bien ça vous dégoûte. Si j'applique ce que je viens de vous dire à la course à pied, ça donnerait quelque chose comme ceci. Parlons de Jean-Yves. Jean-Yves débutant en course à pied et actuellement en surpoids qui a démarré la marche en salle sur un tapis. Après début difficile mais régulier, il a décidé de se lancer un défi au gré de ses promenades sur les blogs à succès. Sortir et aller courir 5 km, c'était son nouvel objectif. Rien que ça, ni plus ni moins. Donc Jean-Yves rassemble son courage, sort le jour J et se met à courir. Et au bout de 10 minutes, notre ami Jean-Yves est dans le rouge. Il sent qu'il n'a jamais fait un tel effort et qu'il est déjà en combat contre ses limites. Mais il est encore loin de l'objectif et armé des phrases de motivation les plus punchy telles que « tout est dans la tête »,« deviens meilleur que toi-même » ou encore « beat yesterday ». Oh yeah. Il s'accroche et décide de pousser un effort qui devient de l'ordre du délire pour son état physique, jusqu'au bout. Et là, c'est le drame. Jean-Yves chute et ne se relève que 10 minutes après. Et les 10 minutes qu'il lui a fallu pour se lever, ce n'était pas pour se remettre d'une douleur physique ou d'un bobo au genou, non, malheureusement non. C'est pour se remettre de la profonde blessure à l'ego qu'il venait de subir. Ce 5 km, il n'en était tout bonnement pas capable, et malgré toute la bonne volonté du monde. Donc que conclure de tout ça, se demande Jean-Yves. Que je ne suis qu'un bon à rien et que jamais je ne pourrai m'améliorer physiquement ? Que le moindre petit défi que je me lance se solde et se soldera toujours en échec ? Eh bien non les bonitos, évidemment non, ce n'est pas ce qu'il faut en conclure, mais les blessures à l'ego ont parfois des conséquences désastreuses. Mon premier message, les amis, au cours de cette non-chronique, cette première partie non-chronique, c'est le suivant. S'attaquer à une situation difficile, je pense que c'est plutôt positif, oui, mais selon certaines conditions. Il faut tout d'abord savoir à l'avance que l'échec est possible et il faut être armé mentalement pour l'affronter, en se disant par exemple qu'il n'est que temporaire et qu'il suffit d'insérer quelques paliers avant d'atteindre une réussite. Formulé autrement, ce serait accepter qu'une sortie de zone de confort ne se solde pas systématiquement par une adaptation miraculeuse à cette nouvelle situation, et contrairement à ce qu'on peut lire sur des blogs ou sur des comptes Instagram. Formulé autrement, une fois encore, c'est être capable de tirer les bonnes conclusions d'un échec ou d'une sortie de zone de confort. Par exemple, une conclusion peut être qu'on n'a tout simplement pas envie de sortir de sa zone de confort, car le confort finalement c'est agréable, c'est pour ça qu'on y reste. Une autre est peut-être d'ajouter de la structure dans une sortie de zone de confort, ou à l'inverse, d'y rajouter de la spontanéité. Donc ceci étant dit, me voilà en train de faire subir à Margie une sortie de zone de confort imposée sur la préparation express de l'émission en lui remettant ma non-chronique complètement à l'arrache. Voyons voir si elle réagit bien. On a déjà une petite idée vu l'introduction. Les représailles. On verra à la fin de l'épisode. Voilà. Bon. Donc poursuivons un tout petit peu les amis, je ne vais pas m'arrêter là, étonnamment j'ai un second message qui me vient et dont j'ai envie de vous faire part. Comme je vous le disais les bonitos, je crois qu'il est toujours possible de tirer du bon de telle ou telle situation qui se présente à nous. Et c'est justement pour ça que je me tue à répéter à longueur de temps l'importance de l'empirique. Ah quel joli mot. L'importance de l'expérience personnelle, de ce que l'on constate sur le terrain. Le terrain, c'est lui qui vous indique ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. À l'inverse des forums, des magazines, des groupes Facebook, le terrain ne vous trompera jamais. Le terrain vous donne la possibilité d'avoir un avis à vous. Voici quelques-uns de mes avis appris sur le terrain, les amis. Qu'aurais-je appris en courant un marathon ? Eh bien, j'ai appris que c'était possible, mais que ça faisait mal. Qu'aurais-je appris en courant plusieurs marathons ? Que le marathon n'était pas forcément une épreuve à chrono, mais pourquoi pas une sortie longue qui ne faisait pas nécessairement mal ? Qu'aurais-je appris après avoir couru beaucoup de marathons ? Eh bien que le corps est une machine à s'adapter. Plus il répète une action, plus il se façonne pour cette action. Et l'inverse est aussi valable. En ne faisant rien, il se déconstruit. Qu'aurais-je appris en courant un 100 km ? Eh bien j'ai appris que le marathon n'était pas la distance la plus violente pour le corps.
et que le corps est une machine d'une incroyable résistance. Qu'aurais-je appris en courant un ultra de plus de 20 heures ? Que mon point faible principal, c'est le sommeil. Je m'endors, tout simplement. Et ça, c'est très dur de lutter contre C'est ça. embêtant. Ouais. Ah ouais. Qu'aurais-je appris en échouant à l'UTMB au 130e kilomètre ? Eh bien, que faire attention aux barrières horaires quand on est un coureur lent est crucial, et qu'il faut avoir un exemplaire facilement consultable de son roadbook. T'inquiète, je l'enverrai pour cet amour. Pour 2018. Je suis avec toi, je suis ta crew, moi. Tu vois. Merci, ça me fait plaisir. Et vous savez que ce qui est mortel, les bonitos, c'est que ça marche aussi en dehors du running. On continue un petit peu. Qu'aurais-je appris en quittant mon ancien job ? Eh bien, j'ai appris qu'à ignorer trop longtemps les signes de fatigue, eh bien, il y a un matin où on ne se lève tout simplement pas. Qu'aurais-je appris en essayant de ne pas manger de viande ? Eh bien, que parfois les choses sont beaucoup plus faciles qu'on ne le pense. Qu'aurais-je appris en essayant d'écrire une non-chronique ? Bien que ça pouvait se faire en 1 heure, mais qu'on peut légitimement se demander si les bonitos vont pas estimer, et à juste titre, que je me suis pas trop foulé cette fois-ci. Si vous m'avez suivi dans mon délire, les bonitos, j'ai ouvert quelques questions en donnant mon point de vue. La première, les sorties de la zone de confort sont-elles salutaires et bonnes ? Eh bien, je réponds absolument pas nécessairement et qu'elles peuvent même être dangereuses. Deuxième question, la motivation en ligne est-elle si saine que cela ? Motivation sur Instagram, sur groupe Facebook, sur les blogs ? Eh bien, c'est un sujet qui est déjà abordé précédemment, et donc là, j'enfonce le clou. Pas nécessairement non plus, pas nécessairement saine. Troisième question, faut-il prôner le toujours plus loin, toujours plus fort ? Eh bien, je dis clairement pas. La non-ambition dans un domaine n'est pas à blâmer dès lors qu'un point d'équilibre est trouvé et qu'il nous convient. Et enfin, faut-il se fier à la théorie ou à la pratique ? Eh bien, j'estime qu'on peut théoriser des heures, mais que la pratique ne ment pas. Cher Bonitos, c'était ma non-chronique, je rends le mic. Big drop. Punaise, et t'arrives encore à t'en sortir avec une pirouette, hein. Je t'assure. Enfin bon, le gars il nous dit, j'ai pas de chronique, mais moi je m'appelle pas ça, ne pas avoir de chronique. Tu nous as donné de quoi réfléchir, zone de confort, motivation, échec, apprentissage, l'école de la vie en gros. C'est beau. C'est Oui. beau, hein. C'est beau. Bon, on va essayer de faire les choses bien. On va prendre point par point. Et le premier point sur lequel j'aimerais qu'on rediscute, c'est la zone de confort. Bon, alors la zone de confort, c'est un terme donc, qu'on utilise beaucoup et qui commence à me saouler tellement longtemps, mais je pense que ça a du sens. Ça a du sens à la fois en termes de... quand on l'applique à la course à pied et au sport en général, mais aussi à notre vie. Et ben, j'ai envie de dire, c'est quoi finalement la zone de confort ? Et est-ce que c'est si mal de vouloir y rester dedans ? Alors, dans un premier temps, pour rester dans le sport, j'ai envie de dire, c'est quoi la zone de confort ? C'est, par exemple, courir à une fréquence cardiaque confortable. C'est-à-dire, je cours, je suis en mode balade, tout va bien, je peux courir longtemps, me faire plaisir. À une zone de fréquence cardiaque suffisamment basse pour pouvoir être durable, on va dire. Sinon, je passe le fait que la zone de confort, c'est aussi un terme marketing qui nous inonde sur Instagram, bien sûr, ça c'est clair. Et dans la vie, la zone de confort, je pense que c'est très bien la zone de confort. Je pense qu'il y a des gens qui luttent toute leur vie pour atteindre le confort. Voilà, pour être dans le confort, pour vivre dans le confort. Donc moi je suis pour le respect de sa propre zone de confort et en sortir, faites ce que vous voulez, hein, y a pas de, je vous en empêche pas. Ok. Exact. Je pense juste, David, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis pas certain que zone de confort soit un terme marketing. Pour moi, ce terme n'est pas né marketing. Ouais, je pense que c'est pas né. Non, il est devenu, il Voilà. est devenu pour moi. Il est devenu, voilà, ouais. c'est ça. Mais à la base, ce terme, en fait, est ce qu'il est, désigne ce qu'il désigne, et il a tellement été utilisé à des fins de surmotivation et autres, qu'il en est devenu, peut-être difficile à entendre pour ceux qui l'ont trop vu. Mais pour moi, ce terme, en fait, désigne vraiment un concept. Hein. Pour moi, la zone de confort, pour donner peut-être une définition un tout petit peu qui varie, pour moi, c'est vraiment un endroit dans lequel tu maîtrises à peu près tout ce qui se passe, en fait. Où T'as un état de conscience. Un ensemble de situations déjà vues.
c'est du déjà vu et c'est de l'accessible mentalement et physiquement. Voilà. Je crois en plus Si- tu l'as dit dans ta chronique, tu as parlé d'équilibre, je crois, en parlant de la Ouais. zone de confort. Mais il se souvient C'est un peu plus. C'est même pas Il lui se qui l'a souvient écrit plus, la moi je l'ai lu chronique. plus que Je sais lui, pas, ça se trouve. C'est sorti tout seul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je m'en souviens déjà plus. Mais Non, c'est l'équilibre pour moi, voilà, c'est un endroit où t'as pas forcément envie d'aller plus loin en fait. ouais. Parce que c'est vrai que sortie de zone de confort, ça rime souvent, tu le trouves sur les mêmes supports que ceux qui te disent de battre, devenir une meilleure version de soi-même, blablabla, tu vois, tous les trucs comme ça. Ok, maintenant voilà, si ton équilibre c'est de courir 1 heure tous les dimanches à la même allure pendant 20 ans de ta vie, c'est pas moins louable, c'est l'un de mes messages. C'est pas Ouais, d'accord. Pas C'est moins pas louable. moins louable. Oui, oui, c'est tout pas à fait. moins louable que d'essayer d'aller plus vite à chaque fois que tu sors. complètement d'accord. Mais par contre, les gars, la zone de confort, c'est bien joli d'être dedans, mais à y rester, on va plus jamais évoluer. Si on reste dans cette On zone de devient des confort, individus d'accord. médiocres, c'est ça? Non, pas forcément médiocres, on est mais- plus bon pour l'entreprise, il faut nous remplacer. C'est ça? Mais non, de te sens pas visé comme ça, David, tout va bien. Oui, tout va bien pour moi, t'inquiète pas. Je dis juste que Ouais, si on c'est veut vrai. évoluer, Mhm. si on veut Bah, c'est évoluer, clair. il faut se pousser et justement, c'est ça, sortir de sa zone de confort, non? Et oui, ouais, tout à fait. Moi, je suis d'accord. Et pour moi, d'ailleurs, quand t'es en zone de confort pendant trop longtemps, tout devient banal. C'est-à-dire que La sclérose. si tu sors d'une zone de confort, en général, tu t'en rappelles. En général, voilà, Ouais, c'est un moment Ça fait un peu qui va mal. être marquant. Ouais. Si tu y restes tout le temps, tout devient banal. Hein. Il y a rien qui, comme tu dis, il n'y a pas de progrès, pas d'évolution, une stagnation. Alors oui, effectivement. Maintenant, pourquoi est-ce que ce serait un problème en fait? Ah non, Voilà, mais- je pense que la stagnation est un état noble finalement. Ouais, bah même tu vois en course à pied, je le dis souvent, mais maintenir un niveau, on peut considérer que c'est stagner et c'est loin d'être évident pour tout le monde. Ouais. C'est vrai. Mais encore une fois, ça c'est encore une fois ce on nous fait croire qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est un discours un petit peu culpabilisant en fait de dire on Oui. reste dans notre zone de confort, ça nous culpabilise quoi. Ah oui, On en est plus, d'accord, en plus, le discours, c'est qu'il faut, c'est un peu l'inverse aussi de ce que disait Emir, ne jamais sortir de sa zone de confort. En fait, on te fait culpabiliser en disant qu'il faut, c'est le discours un peu, quoi, ce qu'on ressent. Mhm. Il faut toujours sortir de sa zone de confort. Or, essayer toujours de sortir de sa zone de confort, bah, c'est très dangereux. C'est sans doute très dangereux pour la santé. C'est ça. Puis on peut très bien choisir d'être en zone de confort dans un domaine en particulier Complètement. et d'en sortir dans un autre. Tout à Pas fait. faux, ça. Parce que Exactement. C'est vrai. C'est très Ça, sage. ça élargit les perspectives, C'est c'est très bien. Exactement. Et du coup, sortir de sa zone de confort, est-ce que ça fait peur? On est d'accord. Pourquoi ça fait peur finalement de sortir de sa zone ça de pique. Faut improviser. C'est dur. confort? Parce qu'on a Tu vas faire face à des états inconnus. En Ouais, fait, c'est on ça, a c'est peur de explorer un territoire qu'on ne maîtrise pas, quoi. l'inconnu. Exact. Et on a peur aussi d'échouer, je pense aussi. Il y a ça aussi derrière. Oui, je pense que avant tout, c'est peur de l'inconnu, je crois. C'est Mhm. peur de ce qui va se passer quand on sera là-bas, de l'autre côté, là où on n'a jamais vu. Et avant l'infini et la l'au-delà. peur d'échouer. C'est ça, ouais. Peur de ce qu'il y a derrière cette porte. On dit, le discours actuellement, c'est aussi de dire que il faut savoir échouer pour pouvoir réussir. Enfin, l'échec, il faut pas non plus oublier que c'est aussi des déboires, des drames, des suicides, des morts. Oh non, mais ça c'est trop français quoi. Mais ouais, voilà, c'est trop français. Eh ben, les Américains, ils prennent pas d'antidépresseurs, hein. Ils font pas de burn-out, rien, quoi. Non. Non. Mais attends, par contre, non, sérieusement, l'attitude par rapport à un échec aux États-Unis et en France, c'est totalement différent. Et c'est vrai, et moi je le ressens, ici aux États-Unis, échouer, ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est même très positif. Ça veut dire que tu as essayé, ça veut dire que t'es pas arrivé au bout, mais tu as appris des choses dans le process. Et ça veut dire que tu as évolué et t'es pas arrivé à l'objectif de base, mais ça veut pas dire que tu as tout loupé. Tu as fait d'autres steps dans le process, quoi.
Alors qu'en France, Mais ils quand sont tu dis balèzes, que... les Américains. Donc en fait, du coup, échouer, c'est très positif, mais du Ouais. coup, réussir, c'est quoi finalement? C'est bien ou pas? Non, mais je veux dire, on va te pousser à continuer, à réessayer encore. C'est pas la fin du monde si t'échoues, quoi. C'est ça, en fait. C'est plutôt ça, ici. All right. Je vous en ai bouché un coin, là? Non, les gars mais c'est pas ça. C'est aussi que après, c'est deux systèmes complètement différents. Aux États-Unis, si tu acceptes de te planter, eh ben t'es mort en fait. Tu vois, il y a pas vraiment de matelas social qui te permet de, Ah ouais, tu vois, exactement, ça aussi. Aux États-Unis, on n'a aucun filet de protection sociale derrière. Et pourtant, ils n'ont pas peur, les Américains, d'y aller. C'est peut-être, finalement, c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre qu'ils y vont, peut-être. En France, on a à perdre si... Par exemple, si on... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Finalement, c'est assez bizarre de savoir que les Français sont aussi fébriles par rapport à tenter des choses, alors que on aurait justement de quoi retomber sur nos pattes, alors qu'aux États-Unis, il y en a pas et ils osent beaucoup plus, quoi. Et culture, peut-être. Ouais. Maybe. Bon, on va arrêter de parler de l'échec parce que ça va nous miner ça va nous miner le moral, là. On va passer à un autre sujet qu'a abordé Émir aussi, c'est les limites, repousser ses limites. Alors, est-ce que vous pensez que c'est toujours une bonne chose? Ben, Ça me fait rêver. on en a déjà parlé un petit peu, je pense, dans ce podcast. J'estime qu'on a tous des limites et qu'il est plutôt sain de les accepter. Et or, c'est pas forcément le discours qui fait le plus de bruit actuellement. Voilà, c'est toujours ce mouvement de s'améliorer, être meilleur, etc. Ben ouais, moi je rentre pas là-dedans et j'ai des limites, je les ressens, j'essaye de jouer avec, certes, mais pas de me voiler la face non plus ou de rentrer dans des excès. Parce qu'on peut aussi se tromper sur ce qu'on pense être nos limites. Enfin, tu vois, on Ouais. peut mal apprécier la Mais- situation. Ok. Mais après, regarde, en faisant de l'ultra, par exemple, comme fait Émir ou comme tu le fais toi aussi, c'est quand même ça nous montre quand même que les limites qu'on pensait avoir sont bien plus loin. Non, par exemple, ce week-end, j'ai couru un 30 km et j'avais l'impression de vraiment être à bout et d'être incapable d'en courir 2 ou 3 de plus. C'était pas possible. Donc bientôt un 80 km arrive là dans le calendrier. Et je ne considère pas que aller au bout, réussir à aller aux 80 km, ce sera dépasser mes limites en fait. Ce sera dur, je le sais, ce sera dur, peut-être que je vais pas y arriver, j'en sais rien. Mais par contre, dépasser mes limites, ce serait par exemple de le faire tout en courant. J'en sais rien, c'est pas possible, mais arriver à un chrono qui me permet d'être dans le premier tiers du classement. Et ça, je sais que j'en suis parfaitement incapable actuellement. Donc voilà, je vais jouer avec d'autres choses. C'est-à-dire que je vais jouer, je vais me dire cette portion-là, je vais pas la marcher. Voilà, mais j'aurais pas la sensation de dépasser mes Mais limites. tu J'aurais pousses- l'impression juste de jouer, quoi. Voilà. Ah, tu pousses tes limites mentales peut-être un peu. en Bah fait. non, parce que je sais que j'en dispose déjà, mais pas pour des choses qui sont inaccessibles en fait. Oui, je me dis, je pense être assez lucide quoi. Donc ouais, je pense être assez lucide. Je crois que tu dépasses tes limites que quand tu fais un truc que t'as jamais fait avant. Je crois qu'on... Ouais, c'est Et vrai. encore, Ouais. c'est même pas tout à fait vrai parce que tu peux très bien faire un truc que t'as jamais fait avant et trouver que c'est easy. Donc ça marche même pas totalement cette définition-là. Je crois que tu dépasses tes limites quand vraiment tu sens que là t'es dans une situation inconfortable au possible. Je crois que c'est là où il y a les limites, là où tu t'es au bord d'abandonner. Je pense que c'est là où tu rencontres le mur final de ta limite actuelle. C'est là où, au moment où tu te dis, là je peux plus, il faut que je mette fin à cet instant, et que l'instant d'après, tu te dis, vas-y, je vais y arriver quand même. Je pense que là, ça s'appelle un dépassement de limite, c'est la définition la plus claire que je vois. Mais c'est pas un état qu'on peut recommander à tout le monde, je crois, d'essayer de faire ça, parce que
ça nécessite par définition d'arriver dans un état extrêmement inconfortable. Et autant c'est hyper épique d'en être là parce que t'es plutôt fier de toi, autant je recommande pas forcément à tout le monde d'essayer de le faire. Moi j'aime bien de le faire de temps en temps parce que j'aime bien voir où va le corps, où il peut aller. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ouais, ça m'intéresse, mais pareil, il y a beaucoup de choses que je recommanderais pas de faire à des gens que je connais, quoi, parce que je sais comment ils sont, je sais que ça leur conviendrait pas cet état-là, voilà. Donc un dépassement de limite, je crois que c'est à manier avec précaution, c'est à manier si vraiment on a envie d'essayer, et c'est pas nécessairement louable, et moi je comprends très bien ceux qui cherchent pas à dépasser des limites, qui ont des objectifs qui sont raisonnables pour eux et qui les mettent pas dans l'inconfort total, quoi. Et toi, tu penses que tout est possible ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment des limites? Par exemple, pour ton corps, est-ce que tu crois qu'il y a vraiment des limites? Ouais. Bah oui. Ouais, je suis sûr et certain. Bah oui. Tu sais, très souvent, tu arriveras pas à y aller, mais les limites du corps, tu arriveras pas à y aller, je crois. Il y en a qui y arrivent, mais c'est compliqué. Je pense que les limites de la tête, elles arrêtent la quasi-totalité des gens avant que le corps il se stoppe lui-même. Ouais, puis tu disais tout à l'heure, t'aimes bien jouer avec tes limites aussi un petit peu, quoi, et t'es fier de toi et tout ça, mais je pense que sur le coup, t'en es pas forcément conscient, quoi. C'est après que tu prends conscience. Donc du coup, si tu n'es pas forcément lucide, est-ce que du coup, c'est pas se mettre en danger? Ah, ça si, c'est... Si. Je pense que si, carrément. J'ai des fois où je suis sorti de mes limites, je me dis clairement que j'aurais pu crever. Ah ouais? Et je sais pas, mais je rigole même pas, c'est-à-dire que vraiment, il y a des fois où je me dis, putain, je sais pas où j'étais à tel endroit alors que j'étais en haut d'une montagne, par exemple, tu vois, et j'ai pas de souvenir. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'a empêché de marcher sur un caillou et d'aller mourir dégringolé, quoi, tu vois? J'en sais rien, je sais pas. C'est dépasser ses limites, c'est hyper dangereux, et il y a des gens qui meurent en montagne tous les ans à cause de ça, à cause de ce genre de choses, à force d'essayer d'aller chercher le coup d'adrénaline de trop, d'aller chercher le dépassement de trop, tu vois. Voilà, je veux pas partir dans un truc morbide, mais effectivement c'est dangereux dans certains cas, ouais. Faut pas le négliger. D'où le fait que dépasser ses limites, attention. Attention avant d'écrire ça dans votre livre, vous, chère future blogueuse et Instagrammeuse à succès. Bon, trop de réflexions philosophiques et existentielles pour cette heure tardive, je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah écoute, ouais, ça commence à partir en discussion à base de... C'est trop. À base... il y avait Morbide et Instagrammeuse dans deux phrases qui suivaient, c'est vrai que ça part en live. L'étape d'après, c'est se couper les veines, oui ou non. Oh non. Les Bonitos, chronique déjantée dans laquelle David veut vous faire courir pour rétablir des coutumes ancestrales. Remis sous tutelle des femmes. Non mais ça va bien, franchement. La soi-disant non-chronique d'Émir qui s'est révélée être pleine de bons sujets de réflexion. On espère qu'on ne vous aura pas perdu en route, les Bonitos. Merci encore pour votre participation à notre questionnaire. Si vous n'avez pas encore eu le temps de répondre, n'hésitez pas avant qu'il ne soit plus disponible. On vous mettra le lien dans la description de cet épisode. Et les filles, montrez-nous que vous êtes bien là aussi. Je peux pas croire qu'on n'a pas de Bonito-filles. Enfin, dernière chose, iTunes. Alors, on a bien compris, les Bonitos, que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas iTunes. Il n'y a pas de souci. Pour les autres qui ont la possibilité de laisser un avis et qui ne l'ont pas fait, on vous en veut pas, mais sachez juste que c'est important pour la visibilité du podcast. C'est comme ça que ça marche. C'est pas nous qui faisons les règles, c'est pour ça qu'on pousse. Donc, s'il y a possibilité, ce serait super cool. Émir et David, quelque chose à ajouter pour nos Bonitos? Bah ouais, moi j'aimerais faire deux big up. Un premier big up à un podcast qui s'appelle Objectif Trail, qui interviewe des coureurs et qui parle de façon plus concrète de ce sport, et donc qui a un podcast, donc vous pouvez retrouver sur iTunes. Donc on salue Franck, et je tiens aussi à saluer Quentin, rencontré dans une course ce week-end dans un trail
Quentin, avec qui on s'est amusé pendant le parcours, pendant je ne sais pas combien de kilomètres, à se suivre, à se doubler, enfin l'un doubler l'autre sans arrêt, à tel point qu'à un moment je me disais, lui, il me cherche celui-là, quoi, c'est pas possible, quoi. Ça va mal finir, quoi. Donc on s'est croisés de temps en temps avec un regard de tueur, en se regardant comme ça en chien de faïence, quoi. Et à un moment donné, un ravito, le dernier ravito, je crois, et il m'a interpellé, il m'a dit, ah, tu es pas dans un podcast et tout, et puis donc on a fini la course ensemble, c'était très sympa. Il m'a permis de finir parce qu'il était un peu plus rapide que moi, et donc je l'en remercie, et puis un big up à lui, quoi. Big up Quentin, c'est ça? Quentin, yeah. Quentin, yes. Allez les bonitos, il est temps de se dire au revoir et je vous souhaite un excellent mois d'avril. On se dit à très très bientôt. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pabatão, grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão, ai pabatão, meu Deus, pabatão grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão, ai pabatão, meu Deus, pabatão grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão, ai pabatão, meu Deus, pabatão grandão. É aqui, E aí, DJ KR3, tá lançando mais uma danada. Quando ela dança, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho.